Bonjour, bienvenue à l'orientation aide santé pour les nouveaux venus. Aujourd'hui, on va aborder le sujet comment rester en bonne santé aux États-Unis. Que veut-on dire lorsqu'on utilise le mot santé? L'Organisation mondiale de la santé définit le mot santé comme être dans un état de bien-être complet, physique, mental et social, et pas seulement dans l'absence d'une maladie ou d'une infirmité. Lorsqu'on pense à notre santé, on veut considérer tous les aspects de notre personne et essayer le mieux possible de prendre soin de soi-même et de son esprit, et pas seulement de son corps. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de comment vivre un mode de vie sain aux États-Unis. On se concentrera sur des sujets spécifiques comme quoi s'attendre après les premières semaines de son arrivée à Buffalo, où aller pour recevoir des services de santé, les normes sanitaires des services de santé aux États-Unis, les normes sanitaires de tout le monde, les normes d'hygiène et de la pandémie Covid-19 actuelle. Tout d'abord, on va parler de quoi s'attendre les quelques semaines suivant son arrivée. Nous espérons que vous comprenez que seulement les besoins médicaux urgents et immédiats seront adressés après les premières semaines de son arrivée et de sa réinsertion. Les urgences médicales seront adressées dès l'arrivée. Les femmes enceintes et les individus qui ont besoin d'un traitement continu, comme par exemple une personne qui a la maladie des reins avancés, qui a besoin de la dialyse continue, sera connectée à des services de santé le plus vite possible. Vous allez aussi avoir besoin de compléter une évaluation santé dans les 30 jours après votre arrivée. Un chargé de votre dossier à Journey's End marquera votre rendez-vous pour cette évaluation santé. Cette évaluation aura lieu chez votre médecin de famille ou votre médecin primaire. Il se trouve beaucoup de bons médecins à Buffalo. Il est possible que le cabinet médical de vos amis soit différent du vôtre. Si vous désirez changer de docteur, s'il vous plaît, parlez à votre chargé de dossier à Journey's End avant d'essayer de changer vous-même. L'évaluation santé inclura une évaluation physique et ses vaccinations. Certaines vaccinations, que l'on appelle aussi des injections, sont nécessaires pour que vos enfants aillent à l'école et sont aussi nécessaires pour faire sa demande de sa carte de résident, la Green Card. C'est donc un rendez-vous très important et obligatoire. Voici une photo du formulaire d'évaluation santé réfugié. Rappelez-vous que vous détenez la responsabilité, après votre arrivée, d'aller à cette évaluation de santé qui est importante et de continuer tout rendez-vous de suivi médical. Maintenant, nous allons aborder où aller pour recevoir ces services de santé. Dans d'autres pays, lorsque quelqu'un est malade, il suffit d'aller à l'hôpital pour être suivi et obtenir un traitement. Ici, aux États-Unis, on a besoin de prendre rendez-vous pour aller voir le docteur et le docteur a un cabinet à l'extérieur de l'hôpital. Appelez le cabinet de votre docteur pour prendre rendez-vous si vous avez des symptômes légers ou modérés, mais qui ne sont pas mortels. Par exemple, vous devriez appeler le cabinet de votre docteur pour prendre rendez-vous si vous avez mal de gorge, une fièvre ou des difficultés avec des problèmes chroniques comme l'insomnie ou l'anxiété. Il est aussi important de voir son docteur régulièrement pour lui permettre de surveiller ses problèmes médicaux continus et
lui permettre aussi de détecter des maladies susceptibles en raison de son âge ou d'autres paramètres. Votre docteur de famille ou primaire vous assure des soins médicaux basiques et il est important de les visiter une fois par an, même si vous êtes en bonne santé. Une autre raison très importante pour faire des visites régulières chez son docteur de famille ou primaire, c'est que celui-ci peut vous référer à un docteur de soins spécialisé, aussi intitulé un spécialiste, s'il s'avère que vous avez des besoins de santé qui nécessitent des soins particuliers. Un docteur en soins spécialisés fournit des soins médicaux sophistiqués et avancés et du traitement pour une condition spécifique. Ces médecins spécialistes dédient toute leur éducation et carrière dans un domaine et sont très compétents. Par exemple, si vous avez une irritation de la peau qui persiste, votre docteur de famille peut vous référer à un docteur de soins spécialisé qui traite seulement les conditions de la peau, un docteur qui s'appelle un dermatologue. Il est possible que tout cela peut vous paraître comme des nouvelles responsabilités. Et heureusement que le cabinet de votre docteur se communiquera avec vous sur ce sujet et vous donnera des rendez-vous annuels et des visites régulières lorsque nécessaire. Une bonne partie des nouveaux arrivants vont au centre de santé communautaire Jericho Road pour leurs besoins de santé primaire. Jericho Road a 3 cabinets de docteurs dans la ville de Buffalo. Jericho Road aussi accepte les assurances privées et les assurances offertes par le gouvernement. Ne laissez pas le manque d'avoir une assurance vous empêcher d'aller à Jericho Road. Si vous n'avez pas d'assurance, Jericho Road vous offre plusieurs options pour vous aider. À Jericho Road, si un patient ne répond pas aux critères pour pouvoir recevoir le Medicaid, celui-ci peut avoir une consultation médicale à des prix réduits jusqu'à $20, dépendant du revenu et la taille de la famille, en utilisant une échelle de réduction. Vous pouvez aussi visiter le centre de santé communautaire de Buffalo, Community Health Center of Buffalo. Celui-ci a 4 bureaux dans la région du Western New York pour les besoins de santé primaire. Maintenant, abordons le sujet « Quand faut-il aller à l'hôpital ?» Vous devriez aller à l'hôpital dans le cas d'une urgence. Alors que le cabinet médical est le lieu pour ces visites régulières, vous devriez aller à l'hôpital pour des soins d'urgence. Par exemple, si vous étiez dans un accident de voiture très sérieux et vous êtes blessé, vous devriez aller à l'hôpital. Il est possible que dans certains cas, vous ne saurez pas s'il faut prendre rendez-vous chez le docteur ou aller à l'hôpital. Par exemple, si vous avez une douleur aiguë et soudaine dans l'abdomen, il est possible que vous avez une intoxication alimentaire ou quelque chose de plus sérieux comme l'appendicite. Dans ce cas-là, vous pouvez appeler le cabinet de votre docteur et expliquer vos symptômes et ils vous conseilleront pour savoir ce qu'il faut faire. Le cabinet de votre docteur devrait avoir un service d'attente par téléphone après les heures d'ouverture qui peuvent vous connecter à un prestataire médical du cabinet même si le bureau est fermé. Quelques autres raisons pour se rendre à l'hôpital peuvent inclure une chirurgie ou des dépistages de santé qui s'appellent des examens. Une chirurgie ou un examen sera fixé à l'avance par votre docteur lorsque nécessaire. Une autre raison pour laquelle
aller à l'hôpital, c'est si vous êtes enceinte ou si l'accouchement commence. Ok, continuons avec les urgences. Qu'est-ce que c'est une urgence médicale? Une urgence est une lésion ou une blessure grave ou une maladie qui pose un risque immédiat à la vie d'une personne ou à sa santé à long terme. Cela veut dire qu'une urgence est une blessure grave ou une maladie soudaine qui exige des soins médicaux immédiats. Dans une urgence, si le soin médical n'est pas administré, une personne court le risque de perdre son bras, sa jambe ou sa vie. Lorsqu'un proche ou lorsque vous vous trouvez dans une situation d'urgence médicale grave, appelez le 911 tout de suite. Le 911 vous connectera avec un expéditeur qui pourra vous expédier de l'aide. Lorsque vous appelez le 911 pour une urgence médicale, l'expéditeur vous enverra une ambulance. Une ambulance est un véhicule équipé de soins médicaux avec des équipements de survie et qui est utilisé pour transporter les malades ou les personnes blessées qui ont besoin de soins médicaux d'urgence à l'hôpital ou aux installations médicales. Si vous ne parlez pas bien encore l'anglais, vous pouvez simplement dire la langue à laquelle vous parlez et l'expéditeur vous connectera avec un interprète par téléphone pour fournir un soutien linguistique. Il peut être très utile de se rappeler la phrase en anglais pour ces situations-là. I need an interpreter. J'ai besoin d'un interprète. Voici des photos de quelques hôpitaux que vous pourriez visiter un jour. À gauche, c'est la photo de Aushey Children's Hospital, l'hôpital dans lequel beaucoup de femmes enceintes vont pour leur accouchement. À droite, vous avez la photo du Erie County Medical Center, le centre médical du comté de Erie, aussi connu comme ECMC. ECMC est un centre de trauma de niveau 1 qui se spécialise à fournir des soins médicaux et des traitements d'urgence. Nous avons beaucoup de chance de vivre à Buffalo car nous avons plusieurs hôpitaux prestigieux dans la région, ces deux-là inclus. Continuons avec les services de soutien de santé mentale. Son bien-être émotionnel est tout aussi important que le bien-être physique. De la même manière que les humains peuvent recevoir des blessures, des traumatismes ou des maladies qui peuvent affecter notre corps et notre santé physique, nous aussi recevons des blessures, des traumatismes et des maladies qui affectent notre santé mentale et notre esprit. Toute personne qui est réfugiée, demandeur d'asile, demandeur de visa spécial ou personne libérée a plus de risques d'avoir la dépression, de l'anxiété ou le syndrome de stress post-traumatique en raison de ce qu'ils ont vécu. Il est tout à fait normal d'avoir des difficultés de santé mentale et des périodes de crise émotionnelle. Il est aussi tout à fait normal de chercher de l'aide et de reconnaître et admettre que vous avez des difficultés et ceci est vraiment le premier pas pour guérir. Il y a beaucoup de ressources disponibles ici à Buffalo. Aux États-Unis, il est très commun de visiter un thérapeute régulièrement. Il faut aussi comprendre que la responsabilité du thérapeute est de vous soutenir dans votre parcours de guérison et d'amélioration de votre bien-être émotionnel. Un bon thérapeute peut vous aider à développer
des capacités d'adaptation effectives et de construire une boîte à outils de stratégies qui peuvent vous aider à garder votre bien-être émotionnel. Il est commun de prendre des médicaments tous les jours pour pouvoir gérer ces difficultés en santé mentale. Les Américains se montrent ouverts au sujet de la santé mentale et nous espérons que vous vous sentez commode à chercher de l'aide si vous en avez besoin. Vous pouvez parler à votre docteur primaire ou de famille concernant les difficultés de santé mentale que vous vivez. Votre docteur peut vous introduire à des options de traitement différentes selon vos besoins et votre degré de confort. Vous n'avez pas besoin de recevoir un diagnostic de santé mentale spécifique pour aller chercher de l'aide. En tant que réfugié, demandeur d'asile ou de visa spécial ou personne qui a été libérée et qui vient juste d'arriver aux États-Unis, il est possible que vous vivez une période dans laquelle vous sentez des sentiments forts de perte. Et le choc culturel peut être très bouleversant. Des options de traitement peuvent inclure la thérapie verbale ou la thérapie comportementale, des médicaments ou une combination de ces approches. Vous pouvez recevoir des services de santé mentale continuellement pour le reste de votre vie ou temporairement lorsque nécessaire. Il est important de se rappeler qu'il est possible que vous passiez par une période d'essais et d'erreurs pour trouver la bonne approche et donc ne vous découragez pas. Pour conclure, il y a beaucoup d'approches thérapeutiques différentes disponibles et il est possible qu'il faudra essayer de différents thérapeutes ou de différents médicaments pour voir lesquels fonctionnent le mieux pour vous. Maintenant, abordons les standards et les normes des services de santé aux États-Unis. Commençons avec les responsabilités du patient. Dans certaines cultures, quand quelqu'un vous demande d'arriver à 1h30 de l'après-midi, il est peut-être possible d'arriver à 2h ou à 2h30 de l'après-midi. Dans la culture américaine, être en retard est considéré comme malpoli. Vous devez arriver à l'heure pour chaque rendez-vous. Si vous êtes en retard pour votre rendez-vous, même juste de 10 minutes, il est possible que vous allez rater votre rendez-vous et qu'il faudra fixer un rendez-vous pour un autre jour. Parfois, on vous demandera de vous asseoir dans la salle d'attente avant que le docteur ne puisse vous voir. Cela est normal. Même si le cabinet du docteur ou l'hôpital est en retard, vous détenez toujours la responsabilité d'arriver à l'heure en tant que patient. Si pour une raison quelconque vous êtes indisponible ou vous ne pouvez pas vous rendre à votre rendez-vous, appelez le cabinet du docteur le plus tôt possible pour leur dire qu'il faudra refixer votre rendez-vous. Vous détenez la responsabilité envers vous-même et le docteur de partager les informations concernant votre mode de vie, vos coutumes, vos antécédents médicaux et de répondre aux questions honnêtement que le docteur vous pose. Il est dans votre meilleur intérêt de divulguer toute information de maladie héréditaire ou congénitale commune dans votre lignée familiale afin que le docteur puisse investiguer tout signe précurseur d'une maladie et de prendre une approche active dans le but de détecter des maladies auxquelles vous êtes très susceptible à avoir. Les professionnels en santé ont tout vu, donc il n'y a rien de quoi avoir honte. Et toujours, sentez-vous libre de demander des questions. Rappelez-vous, votre docteur est là pour vous fournir un service, donc vous pouvez vous sentir à l'aise et vous pouvez demander n'importe quelle question que vous avez.
Nous pouvons maintenant aborder les droits du patient. En tant que patient, vous avez le droit à recevoir de l'aide linguistique. Tout établissement qui accepte Medicaid est obligé de vous fournir un interprète gratuitement. Il est possible que l'aide linguistique sera fournie par le service qui s'appelle Language Line ou bien en personne. Assurez-vous de communiquer clairement vos préférences spécifiques. Si par exemple vous préférez avoir un homme ou une femme en tant qu'interprète, ou si vous préférez de l'aide linguistique d'un interprète par téléphone ou en personne. Bien que le cabinet ou l'hôpital n'est pas en mesure d'accommoder vos préférences spécifiques à un moment, toutefois, vous pouvez vous sentir à l'aise et faites votre requête. Quelques cabinets médicaux n'ont pas beaucoup d'expérience avec des personnes qui ne parlent pas l'anglais. Quelquefois, ils vous diront « Ramenez votre interprète vous-même ». Mais rappelez-vous, ce n'est pas votre responsabilité. Dans le cas où un cabinet médical vous communique que vous devez ramener votre interprète et vous ne sentez pas commode, s'il vous plaît, parlez à un chargé de dossier ici à Journey's End qui peut vous aider en votre nom. Voici quelques phrases utiles que vous pouvez utiliser lorsque vous faites votre demande à l'aide linguistique. Par exemple, I speak est le nom de votre langue. Si vous parlez plusieurs dialectes ou langues, énoncez chacun. Par exemple, français et lingala. Parfois, il peut s'avérer utile d'énoncer votre pays d'origine, car la personne qui va vous connecter à l'aide linguistique n'est pas nécessairement familiarisée avec votre demande. Une autre phrase utile peut être « I need an interpreter ». J'ai besoin d'un interprète. Et bien sûr, vous pouvez aussi dire « please » pour « s'il vous plaît » et « thank you » pour « merci ». Une fois de plus, on va le redire, vous avez le droit à l'aide linguistique. Non seulement vous avez le droit à l'aide linguistique, mais vous avez aussi le droit à la vie privée. Vous n'êtes pas obligé de partager vos problèmes de santé à autre personne que votre docteur. Cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de partager vos troubles de santé à votre employeur, vos amis ou à un sponsor de l'église, etc., etc. Si vous avez peur d'appeler votre employeur à cause d'un problème médical, entrez en contact avec le responsable de votre dossier qui peut vous aider avec cette situation. La loi de 1996 HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, est une loi fédérale qui a mis en place la création d'un standard et des normes nationales pour protéger l'information de santé confidentielle d'un patient contre sa divulgation sans que le patient le sache ou ait donné son consentement. Grâce à la loi HIPAA, vos antécédents médicaux et vos informations médicales seront et resteront confidentielles à moins que vous ayez donné votre consentement à ce qu'elles soient partagées. Avant que vos informations médicales soient partagées, on vous demandera de signer un formulaire de consentement. Vous aurez besoin de ce formulaire pour que le cabinet de votre docteur puisse partager des informations médicales avec un autre cabinet ou même avec votre conjoint ou un autre membre de la famille parce que votre vie privée est une grande priorité. Vous avez aussi le droit de recevoir des soins médicaux de haute qualité qui prennent en compte et respectent vos croyances culturelles et que l'on vous présente toute information de manière compréhensible. Alors,
Que doit-on encore savoir ou connaître sur les pratiques sanitaires aux États-Unis? Quelques pratiques sanitaires sont peut-être similaires aux normes de votre pays d'origine. Par contre, certaines pratiques sanitaires peuvent être différentes des normes de votre pays d'origine. Heureusement, aux États-Unis, nous avons accès aux avancements et aux progrès médicaux les plus récents et des soins et des traitements médicaux très sophistiqués. Il y a une multitude d'options ici aux États-Unis et on peut facilement se sentir débordé. Si vous avez des préoccupations, adressez vos doutes avec votre docteur concernant ces pratiques sanitaires. Certaines médecines ou pratiques traditionnelles de votre pays d'origine peuvent être considérées dangereuses ou même illégales par les standards et les normes des États-Unis. Ne cherchez pas à recevoir des soins médicaux ou des traitements médicaux à autre personne qu'un professionnel médical. Maintenant, abordons le sujet de comment obtenir la couverture santé, aussi intitulée assurance santé. Aux États-Unis, nous n'avons pas un système de santé universel et l'aide médicale pour réfugiés et APA est différente dans chaque État. Heureusement, les réfugiés et les évacués de l'Afghanistan peuvent recevoir l'assurance santé et ici dans l'État de New York, nous avons un système d'aide sociale beaucoup plus solidaire que dans d'autres États. Nous allons donc vous faire un bilan très basique. Mais il est important de comprendre que les options d'assurance santé et ces options aux États-Unis sont compliquées et des conditions peuvent être applicables. On trouve beaucoup d'options différentes disponibles, mais qui dépendent du revenu de la famille, de la situation d'emploi et des besoins individuels. La personne chargée de votre dossier vous expliquera tout ça en détail à vous et à votre famille, car chaque plan de santé peut être très différent l'un de l'autre. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le Medicaid et les plans de santé qui sont administrés par le Medicaid, parce que la plupart des réfugiés et des demandeurs d'asile sont couverts médicalement par le Medicaid quand ils arrivent aux États-Unis. Le Medicaid est une allocation basée sur le revenu et son éligibilité est déterminée par le revenu et la taille du foyer et s'il y a d'autres options de plan santé disponibles à vous, comme par exemple via son employeur. La personne chargée de votre dossier à Journey's End ou votre travailleur social au département de services sociaux peut vous expliquer tout cela un peu plus en détail et répondre à n'importe quelle question que vous puissiez avoir. Votre carte Medicaid ressemblera à celle-ci sur la photo. Veuillez noter que votre carte Medicaid peut aussi fonctionner comme une carte d'allocation sociale et qui peut être utilisée pour obtenir son SNAP, qui s'appelle aussi Food Stamp, les timbres alimentaires. Malgré cela, dépendant de votre situation familiale, il est possible que vous ayez une autre carte à utiliser et votre chargé de votre dossier vous expliquera tout cela en détail. Certaines personnes qui peuvent recevoir le Medicaid sont automatiquement transférées à un système qui s'appelle Managed Care Plan, régime de gestion des soins du Medicaid. Ce régime de gestion des soins Medicaid assure la prestation des bénéfices de santé Medicaid et des services additionnels à travers ou via les accords en contrat entre les agences Medicaid des États et les organisations d'administration de soins comme les assurances privées. Autrement dit,
Beaucoup de personnes reçoivent leur couverture de santé via le Medicaid. Certaines personnes auront seulement une carte Medicaid avec une couverture en santé assurée directement via le Medicaid et vous n'aurez pas un régime de gestion des soins, ni une carte de régime de gestion des soins. Mais certaines personnes auront la couverture santé Medicaid par l'intermédiaire d'une assurance santé privée. Ce type de couverture est intitulé Managed Care Plan, régime de soins de santé. C'est possible que vous ayez une couverture de santé différente que celle de vos membres de la famille ou vos amis. Si vous ne choisissez pas un régime spécifique, on vous en désignera un aléatoirement. Certains régimes sont meilleurs que d'autres. Pour pouvoir choisir le meilleur régime des options disponibles, il est important d'en parler avec votre responsable de dossier ou votre fonctionnaire social du Medicaid pour voir quels sont vos besoins médicaux et ceux de votre famille. Si vous êtes couvert par un régime de gestion des soins, vous allez devoir ramener votre carte Medicaid ou votre carte d'allocation sociale et votre carte de votre régime de soins de santé à chaque rendez-vous médical et à chaque visite à l'hôpital. Si vous êtes couvert par un régime de gestion des soins, il est très important d'avoir toujours vos deux cartes avec vous lorsque vous recevez vos soins médicaux ou vos traitements médicaux pour que l'assurance santé soit facturée correctement. Même si vous avez une assurance santé, il se peut que vous ayez des frais relationnés à vos soins de santé que vous devrez payer. On appelle ces frais-là out of pocket, de sa poche, parce que vous devez payer avec votre argent. Vos frais out of pocket de poche dépendront de votre régime de santé et de vos besoins médicaux. Vous pouvez minimiser ces frais en visitant des fournisseurs médicaux qui acceptent votre type de régime santé ou votre assurance. La personne chargée de votre dossier à Journey's End appellera et marquera votre rendez-vous pour votre évaluation santé initiale et vous connectera à un docteur primaire ou de famille qui accepte votre assurance de santé actuelle. Si vous avez une visite avec un fournisseur de santé qui n'accepte pas votre assurance médicale, la visite pourra coûter très cher. Les copaiements, que l'on appelle copay, est un frais de sa poche commun que l'on doit payer lorsqu'on fait visite au bureau d'un docteur, un hôpital ou lorsqu'on va chercher une prescription à la pharmacie. Un copay est d'habitude un petit tarif fixe qui peut commencer à partir de $1 pour une prescription d'un médicament générique. De temps à autre, vous recevrez une facture médicale dans votre boîte à lettres. Cela peut arriver pour des raisons différentes. Par exemple, peut-être votre assurance médicale n'a pas été acceptée, ou l'information sur votre assurance santé n'a pas été encore reçue par le fournisseur et vous devez envoyer et soumettre la documentation, ou peut-être vous avez une ancienne facture ou un copay ou un copaiement ancien. Si vous avez des questions, ramenez votre facture à votre chargé de votre dossier qui pourra déterminer le prochain pas et vous aider à voir comment vous pouvez adresser une telle situation par vous-même la prochaine fois. Continuons maintenant avec les coutumes et l'hygiène sanitaire.
Les soins de santé préventifs sont très importants pour maintenir une bonne santé. Les soins de santé préventifs peuvent inclure les soins de santé réguliers comme des visites régulières chez son docteur, des dépistages de santé, des examens médicaux et des consultations avec les patients pour la prévention de maladies, pathologies et d'autres problèmes de santé. Les soins de santé préventifs réduisent le risque d'avoir des maladies, des handicaps et la mort. Les vaccinations sont aussi une partie très importante pour les soins médicaux préventifs. Et c'est pour cela que c'est une autre raison pour laquelle vous devez recevoir votre vaccin Covid-19 si vous ne l'avez pas déjà reçu. Vous détenez la faculté de pouvoir exercer le soin de santé préventif dans votre jour à jour et d'exercer des coutumes saines et de la bonne hygiène. Comme exemple, des coutumes sanitaires qui aident à réduire le risque de maladie, de handicap ou de la mort peuvent inclure de l'exercice régulier, dormir au moins 8 heures par nuit, boire assez d'eau et manger une alimentation nutritive. Une coutume sanitaire que vous pouvez implémenter, c'est de boire assez d'eau. Rester hydraté aide la fonction corporelle le mieux possible. Essayez de boire au moins 8 verres d'eau chaque jour. On sait que dans certains camps, il a été dit que l'eau là-bas n'était pas potable et elle était mauvaise et que si on la buvait, on pouvait tomber malade. Heureusement, ici, l'eau est potable et vous pouvez boire l'eau du robinet. Ainsi, vous pourrez économiser en buvant l'eau du robinet au lieu d'acheter de l'eau embouteillée. Vous pouvez aussi acheter un filtre pour améliorer le goût de l'eau du robinet, mais cela n'est pas nécessaire. Une des façons qui est très facile pour rester hydraté lors de sa journée, c'est de s'accompagner d'une bouteille d'eau à tout temps pour pouvoir boire de l'eau lorsque vous en avez besoin. Une des coutumes sanitaires les plus importantes est de manger beaucoup de légumes et de fruits et d'éviter les sucres ou les produits alimentaires transformés et les boissons. Les produits alimentaires transformés et les repas minutes, fast-food ou les repas dans les boîtes sont pleins de mauvaise graisse. Manger beaucoup de produits alimentaires transformés, de graisse et de sucre peut contribuer à ce que l'on grossisse et que l'on reste en mauvaise santé. Le fast-food, le repas minute, les produits alimentaires transformés et le sucre sont spécialement mauvais pour les enfants. Les enfants qui grossissent et qui arrivent à un excès de poids peuvent développer des conditions de santé physique à long terme et sont susceptibles à développer de la dépression. Trop de sucre peut aussi contribuer au carie et au diabète et à d'autres problèmes de santé. Le soda peut avoir un goût agréable, mais celui-ci n'a aucune valeur nutritionnelle, ce qui veut dire qu'il ne peut pas fournir les bonnes vitamines pour rester en bonne santé. Celui-ci a beaucoup de sucre. Assurez-vous de limiter la consommation de sucre de vos enfants, comme le soda ou les bonbons, car cette consommation peut contribuer au carie et à des problèmes de santé à long terme. La American Heart Association, l'association de cœur américain, recommande à ce que les enfants consomment pas plus d'1/4 de litre de soda ou de boissons sucrées par semaine.
Les enfants en dessous des 2 ans ne devraient jamais consommer de sucre raffiné. Les sucres naturels que l'on trouve dans les fruits sont équilibrés par les autres vitamines nutritionnelles et sont intégrales pour une alimentation saine. Essayez de manger 4 à 5 tasses de fruits ou de légumes tous les jours. Les sucres raffinés dans les aliments, comme les donuts, les cookies ou les biscuits, ou les autres sucreries qui ont une valeur nutritionnelle basse, devraient être consommés en modération et seulement occasionnellement. Se laver les mains soigneusement et régulièrement est une coutume hygiénique importante pour la prévention des maladies. Utilisez du savon et de l'eau et frottez pendant une période d'au moins 20 secondes. Se laver les mains empêche la propagation de microbes et de virus comme le Covid-19. N'oubliez pas de vous laver les mains avant et après avoir mangé, après avoir utilisé la salle de bain et quand vous revenez à la maison après le travail ou l'école. Une autre coutume hygiénique importante est de prendre un bain ou de prendre une douche souvent. Tout le monde est différent et la fréquence à laquelle on se baigne ou on prend une douche peut dépendre de son travail. Par exemple, si votre travail est un travail manuel physiquement intense et vous suez pendant la journée, possiblement vous voulez vous doucher ou baigner chaque jour. Mais si vous ne travaillez pas dans un travail manuel physiquement intense, peut-être que votre routine sera de se baigner tous les 2 jours. C'est à vous de décider quelle est votre routine que vous voulez choisir pour rester propre et rafraîchi. Les Américains sont très sensibles aux odeurs, donc assurez-vous de vous laver sous les aisselles et utilisez du déodorant pour limiter les odeurs corporelles. On peut trouver beaucoup d'options de déodorants et de antitranspirants comme des produits naturels. Une autre coutume hygiène importante est de se laver les dents. N'oubliez pas de vous laver les dents au moins une fois le matin et une fois la nuit pour prévenir les caries et d'autres problèmes. Les États-Unis est un pays diversifié. Nous sommes diversifiés non seulement dans notre population, mais aussi dans notre mode et expression individuelle. En tant que nouveau arrivé dans ce pays, il est possible que vous vous demandiez s'il y a certaines attentes ou des règles à suivre lorsque on sort ou dans un lieu public. Il se trouve qu'il n'y a pas une norme ou un standard pour s'habiller ou pour se coiffer. Et il est possible que vous ayez déjà remarqué que les Américains ont une approche à l'individualité qui est très évidente dans la manière où on s'habille. La mode et la coiffure personnelle sont utilisées pour s'exprimer et les gens ici font ce qu'ils veulent. Il peut s'avérer un peu déconcertant de essayer de deviner quel est le status quo ici. Il n'y a pas de règles spécifiques au sujet de ce qu'on peut s'habiller ou pas, ou quel est le style de son hijab ou de sa coiffure. La norme standard aux États-Unis est juste d'avoir un aspect propre et de ne pas sentir mauvais. Pendant les hivers ici, et spécialement, il faut vraiment considérer la fonctionnalité de ces habits. S'habiller et mettre des couches, comme par exemple un pull ou un sweatshirt sous le manteau, va vous donner plus de chaleur dans le froid à l'extérieur et considérez aussi des chaussettes épaisses qui peuvent couvrir vos tibias et mollets.
Journey's End comprend que s'habiller convenablement pour la météo peut être difficile, et spécialement pendant les périodes d'hiver. Demandez à la personne chargée de votre dossier ou votre professeur à Journey's End si vous avez besoin d'un manteau pour l'hiver, des bonnets, des gants ou des écharpes ou autres articles. Nous pouvons vous fournir des habits pour l'extérieur ou vous référer à une banque de vêtements qui ne se trouve pas trop loin. Les magasins d'occasion comme Amvets, Goodwill ou Savers sont des endroits où l'on peut aussi trouver des articles ménagers ou des vêtements à des prix très abordables. On peut même y trouver des marques et des tissus de haute qualité dans ces magasins d'occasion pour pas cher. À Journey's End, on comprend aussi que laver ses habits à la laverie peut coûter très cher. Notre recommandation, c'est de laver vos chaussettes et vos sous-vêtements après un usage. Par contre, en ce qui concerne vos autres habits, avec quelques astuces, vous pouvez les laver moins fréquemment. Le plus loin une couche se trouve de votre corps, le moins fréquemment vous devrez la laver. Par exemple, les chaussettes et les sous-vêtements devraient être lavés après un usage. Les collants, les leggings et les t-shirts devraient être lavés après 2 ou 3 usages. Et finalement, les tissus plus épais, comme les jeans ou les sweaters et les pullovers, peuvent être lavés après 4 ou 5 usages. Les manteaux et les gilets peuvent être lavés une fois par saison, à moins qu'ils soient sales ou malodorants. Rappelez-vous, ce sont des consignes et vous pouvez laver plus fréquemment ou moins fréquemment selon votre style de vie et des habits que vous avez. Une règle facile à suivre, c'est de laver tout ce qui est visiblement sale et d'examiner rapidement si l'habit a une odeur. Si le vêtement a une odeur, c'est l'heure de le laver. Rappelez-vous, les Américains sont très sensibles et s'attendent à ce que les autres limitent et contrôlent leurs odeurs corporelles. Voici quelques astuces pour garder vos habits frais entre les lavages. Ne vous habillez pas de vos hauts plus d'une journée d'affilée. Ne vous habillez pas de vos bas plus de 2 jours d'affilée. Et suspendez vos habits pour qu'ils puissent être aérés entre ces usages. Vous serez surpris de voir comment aérer ces habits est efficace. Si vous avez besoin de produits d'hygiène personnelle, demandez à quelqu'un à Journey's End pour en avoir. Maintenant, abordons le sujet actuel de la pandémie Covid-19. La manière la plus efficace pour se protéger contre le Covid-19, c'est de se vacciner. Nous avons le privilège aux États-Unis d'avoir plusieurs vaccins disponibles facilement à tout le monde. Toutes les mesures ont été prises pour s'assurer que les vaccins sont sains et saufs, sans danger, et efficaces pour les personnes âgées de 5 ans et plus. Le vaccin diminue énormément le risque d'attraper et de propager le virus Covid-19. Si vous avez reçu le vaccin et vous attrapez le Covid, il est probablement possible que vous n'aurez que des symptômes légers. Le vaccin aussi limite la possibilité de tomber gravement malade ou même de mourir à cause du Covid-19. Une personne non vaccinée a un plus grand risque d'avoir des symptômes modérés et graves qui peuvent aboutir à des complications de santé à long terme pour toute sa vie ou même d'aboutir à la mort.
Les vaccins de la marque Pfizer et Moderna sont de très haute qualité et sont disponibles gratuitement aux États-Unis. Si vous avez des préoccupations qui vous empêchent de recevoir le vaccin et vous ne l'avez pas encore eu jusqu'à présent, s'il vous plaît, adressez ces préoccupations avec votre docteur. Pour vos informations, tout salarié de Journey's End qui interagit avec des clients, cela inclut les interprètes, doivent recevoir leur vaccin, à moins qu'ils aient une exonération religieuse ou médicale. Donc, travaillons tous ensemble pour assurer la santé de tous. Vous devez être vacciné pour participer et aller aux cours d'anglais aux locaux de Journey's End, et voilà une autre bonne raison pour laquelle se faire vacciner. Beaucoup d'élèves disent que l'apprentissage en personne est beaucoup plus stimulant et beaucoup plus chouette pour pouvoir rencontrer des nouveaux amis. La meilleure façon pour ne pas tomber malade est d'éviter d'être exposé au virus. Pour aider à ce que le Covid-19 ne se propage pas, vous devriez porter un masque pour vous protéger et protéger les autres autour de vous et pour arrêter la propagation du Covid-19. Maintenez la distance de 6 pieds ou la longueur de 2 bras entre vous-même et les autres personnes qui n'habitent pas avec vous. Évitez les espaces où il y a un regroupement de personnes ou une foule, ou les espaces qui sont mal ventilés. Plus vous êtes en contact avec d'autres personnes, le plus susceptible vous êtes à être exposé au Covid-19. Recevez votre vaccin Covid-19 lorsqu'il est disponible pour vous. Nettoyez-vous souvent les mains avec du savon et de l'eau pendant la période de 20 secondes ou en utilisant un désinfectant pour les mains ou un gel antibactérien qui contient au moins 60% d'alcool. Évitez l'approximation et contact avec les personnes qui sont malades. Couvrez-vous la bouche lorsque vous toussez ou couvrez-vous le nez avec un Kleenex lorsque vous éternuez. Puis, jetez le Kleenex à la poubelle. Quotidiennement, nettoyez les objets qui ont été touchés et les surfaces. Si quelqu'un est malade ou ont été testés positifs pour le Covid-19, désinfectez fréquemment les surfaces qui ont été touchées et surveillez votre santé tous les jours. Le Covid-19 affecte de diverses personnes différemment. Celles qui ont été infectées ont signalé avoir une large gamme de symptômes qui va de symptômes légers à une maladie très grave. Les symptômes peuvent apparaître de 12 à 14 jours après l'exposition au virus. Une personne qui a le Covid-19 peut avoir les suivants symptômes: de la fièvre, des frissons, de la toux, de l'essoufflement ou de la difficulté à respirer, de la fatigue, de la douleur dans les muscles ou le corps, des maux de tête, une perte de goût ou d'odorat qui est nouveau, du mal de gorge, de la congestion nasale ou un nez qui coule, de la nausée ou du vomissement et de la diarrhée. Vous devriez connaître ces signes précurseurs d'urgence pour le Covid-19. Si une personne se trouve ou se montre avec ces signes précurseurs, il est important de trouver des soins médicaux d'urgence immédiatement. Ces signes précurseurs sont des difficultés à respirer, de la douleur continue ou de la pression dans la poitrine, de la confusion ou du trouble
à se concentrer et qui est nouveau. L'incapacité à rester réveillé ou l'incapacité de se réveiller. La couleur pâle, grise ou bleuet sur la peau, les lèvres, les ongles, dépendant bien sûr de la couleur de la peau de la personne. Veuillez noter que cette liste n'est pas une liste de tous les symptômes possibles. Appelez votre prestataire médical pour connaître les symptômes graves qui peuvent vous concerner. Appelez le 911 ou appelez le dispositif d'urgence local et informez le téléphoniste que vous cherchez des soins et de l'aide pour quelqu'un qui a ou qui a peut-être le Covid-19. Si vous avez des symptômes du Covid-19, vous devez vous soumettre à un test de dépistage pour le virus. Si vous êtes entré en contact avec quelqu'un qui a le Covid-19, vous devez aussi vous soumettre à un test de dépistage et vérifier s'il y a une infection au moins 5 jours après avoir eu le contact avec quelqu'un qui a le Covid-19. Vous devez aussi vous soumettre à un test de dépistage si on vous l'a demandé ou si leur école, leur lieu de travail ou leur prestataire de santé vous l'ont référé, même si vous avez déjà reçu le vaccin. Vous pouvez aussi vous administrer un test de dépistage Covid-19 pour domicile ou vous pouvez vous déplacer à un lieu de test de dépistage du Condé de Erie. Vous pouvez commander par courrier des tests de dépistage Covid-19 pour domicile qui sont gratuits au site web covidtest au pluriel.gov ou vous pouvez appeler le 1-800-232-02-33. Chaque foyer aux États-Unis a le droit de commander 4 tests de dépistage Covid-19 pour domicile. Ces tests sont entièrement gratuits. Généralement, les commandes seront expédiées dans le délai de 7 à 12 jours. Vous pouvez aussi vous déplacer et vous rendre à un lieu ou un local de test du comté ou du Condé de Erie. Les heures d'ouverture de ces lieux et de ces locaux peuvent varier. Contactez le cabinet de votre docteur primaire pour connaître l'adresse des lieux où vous pouvez vous soumettre à ce test. Et bien sûr, vous pouvez aussi entrer en contact avec la personne chargée de votre dossier qui pourra vous aider à obtenir un test de dépistage Covid-19 si nécessaire. Maintenant, que fait-on si on est testé positif pour le Covid-19 ? Premièrement, vous devez vous isoler pour une période d'au moins 5 jours. S'isoler veut dire que vous devez vous tenir à distance de tout le monde pour minimiser le risque d'infecter autrui, y compris votre famille. Si possible, restez dans une chambre à part seul et sortez seulement lorsque vous devez aller aux toilettes ou aller chercher quelque chose à boire ou à manger. Vous pouvez terminer votre période d'isolation après 5 jours entiers si vous n'avez plus de fièvre pendant une période de 24 heures sans avoir pris des médicaments pour la fièvre et si vos symptômes ont diminué. La perte de goût ou d'odorat peut se prolonger pendant quelques semaines ou même quelques mois après avoir guéri et n'exige pas la continuation de votre isolation. Jour numéro 0 est le premier jour où vous avez eu des symptômes. Si vous avez testé positif pour le Covid-19 et vous ne développez aucun symptôme, isolez-vous pour une période minimum de 5 jours et portez
un masque bien ajusté lorsque vous êtes en présence d'autres personnes chez vous ou en public pendant une période de 5 jours additionnels. Jour 0 est le jour où l'échantillon positif du test a été prélevé. Continuez à porter le masque bien ajusté en présence d'autres personnes à la maison ou en public pendant une période de 5 jours additionnels après la fin de votre période d'isolation de 5 jours. Lorsque vous êtes arrivé aux jours 6 et 10, prenez des précautions additionnelles comme éviter de voyager ou des situations dans lesquelles vous pouvez entrer en contact avec des individus qui ont un risque élevé de tomber gravement malade. Si vous êtes dans l'incapacité de porter un masque en présence d'autres personnes, vous devriez continuer à vous isoler pendant 10 jours. Si vous êtes une personne qui est plus susceptible à tomber malade parce que vous êtes une personne âgée ou vous avez une condition médicale sous-jacente ou si vos symptômes s'aggravent, entrez en contact avec votre prestataire médical le plus tôt possible. Si vous vous occupez de quelqu'un qui a le Covid-19, que ce soit à la maison ou dans un cadre externe à la santé, suivez ces consignes pour vous protéger et protéger les autres. Apprenez ce qu'il faut faire lorsque quelqu'un a les symptômes du Covid-19 ou si le virus a été diagnostiqué. Vous devriez suivre ces consignes lorsque vous prenez soin de quelqu'un et quand celle-ci a été testée positive mais ne montre pas de symptômes. Veuillez noter que les personnes âgées et les personnes de tout âge qui ont une condition médicale sous-jacente ont un risque plus élevé à développer une maladie grave à partir du Covid-19. Les personnes qui ont un risque élevé de maladie grave doivent appeler leur docteur dès que les symptômes commencent. Lorsque vous prenez soin d'une personne qui est malade avec le Covid-19, occupez-vous d'assurer leurs besoins fondamentaux. Veillez à ce que la personne malade boive assez de liquide et se repose suffisamment. Aidez aussi la personne qui est malade à suivre les consignes de soins et du médecin. Observez et évaluez pour voir si les médicaments pour la fièvre aident la personne à se sentir mieux. Veillez à ce que la personne qui est malade consomme assez de liquide et se repose suffisamment. Aidez-la en allant faire les courses, remplir les prescriptions ou chercher d'autres articles dont elle ait besoin. Les symptômes de la plupart des personnes durent quelques jours et elles commencent à se sentir mieux après une semaine. Le Covid-19 se propage de personne en personne qui sont à proximité l'une de l'autre, à peu près 6 pieds, via les gouttelettes respiratoires qui sont créées lorsque quelqu'un parle, tousse ou éternue. S'éloigner des autres peut arrêter la propagation du Covid-19. L'aide-soignant, si possible, ne devrait pas être une personne qui a un risque élevé de tomber gravement malade du Covid-19. La personne malade doit s'isoler. Le malade devrait être séparé des autres dans le domicile, si c'est possible, et assurez-vous que cette personne utilise une autre chambre et une autre salle de bain. Si possible, réservez une chambre du malade ou une zone du domicile où elle peut exclusivement être séparée des autres. Essayez de garder une distance d'au moins 6 pieds de la personne qui est malade.
Si vous devez partager un espace avec le malade, veillez à ce que cet espace ou cette chambre ait un bon flux d'air. Ouvrez la fenêtre pour augmenter la circulation de l'air. Améliorer la ventilation peut diminuer et éliminer les gouttelettes respiratoires de l'air. Évitez d'avoir des visites. Évitez les visites inutiles, particulièrement des visites de personnes qui ont un risque élevé de tomber gravement malades. Les aides de soins et les personnes qui ont été en contact ou à proximité de personnes qui ont le Covid-19 devraient rester à la maison, sauf dans des circonstances limitées. Nous sommes arrivés à la fin et à la conclusion de cette présentation. Nous vous remercions pour avoir pris le temps de découvrir et apprendre les différents modes d'adaptation à la vie ici aux États-Unis. Journey's End espère que vous estimez que cette présentation a été éducative et que vous utiliserez cette information comme un guide pour vivre une vie en bonne santé ici. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, contactez le responsable de votre dossier. À bientôt!